endoscopique. Alors, jusqu'aux années 2000, donc, le rôle de l'endoscopie était limité donc, dans le bariatrique. Il s'adressait surtout pour diagnostiquer donc, les complications qui sont liées à l'obésité, comme l'endobrachiosophage, et également complications de la chirurgie. Et surtout, avant, il y avait surtout le progrès de la chirurgie bariatrique qui a quand même révolutionné le traitement de l'obésité, notamment l'apparition de la cible chirurgicale et également des bypass. Ça permettait de perdre un poids qui variait entre 20 et 30%. Et pour cette chirurgie, ils font également appel à l'endoscopie, soit dans le cadre du bilan pré-thérapeutique ou bien post-opératoire, notamment la surveillance. Mais à partir des années 2000, depuis la vitesse expansive de l'endoscopie interventionnelle, on est maintenant parti à traiter l'obésité avec les nouvelles options, donc, ce qui a donné de nouvelles perspectives de prise en charge de l'obésité. Et maintenant, l'endoscopie bariatrique devient maintenant un élément majeur dans le parcours du soin de l'obèse. Alors, si vous voyez sur cette plaque, vous voyez les différentes options thérapeutiques qui se présentent pour un patient obèse en termes de la perte relative du poids total, par rapport au caractère invasif. Nous, on est dans le bon rapport bénéfice-risque du traitement. On est dans le premier palier, après un traitement pharmacologique, notamment nutrition, également traitement médical. Donc, d'abord les parentérogastriques, les sutures endoscopiques. Donc là, on est un peu donc risque-bénéfice assez acceptable. À chaque fois qu'on augmente, si on veut gagner plus de perte de poids, là, l'invasivité, elle augmente. Donc, on devient plus invasif, notamment en termes de bypass et de sleeve chirurgical. Alors, il faut savoir qu'actuellement, il n'y a aucune recommandation qui encadre l'utilisation des différents dispositifs de traitement endoscopique. Donc, ça reste des écoles, ça reste donc des expériences du centre. Et sachez que le plus important, de ne pas y aller à traiter tous les obèses, il faut qu'il y ait une complémentarité entre les différents intervenants, notamment les nutritionnistes, les chirurgiens et les endoscopistes. Et là, l'endoscopie, on peut la proposer à certaines catégories d'obèses, soit quand on a un indice de masse corporelle qui n'est pas important, donc on est à moins 35, entre 30 et 35, soit également aux patients chez qui on pose l'indication d'un traitement chirurgical, mais qui reculent cette chirurgie par peur des complications, ou bien également le contexte social. Parfois également, il y a indication de chirurgie, mais avec un patient super obèse, on peut y aller à un traitement endoscopique pour diminuer un petit peu du poids et rendre le geste chirurgical plus acceptable. Donc le tout, en fait, c'est un traitement personnalisé qui est adressé au cas par cas, en fonction de l'importance de l'obésité, des comorbidités associées, le souhait des patients, ainsi que des objectifs qui sont fixés pour la perte de poids. Donc tout se fait en concertation pluridisciplinaire. Alors, l'ASGE, en 2015, a établi les critères d'application et d'efficacité d'un traitement endoscopique. C'est-à-dire qu'on ne traite pas, il faut qu'on se fixe des objectifs. Le premier objectif, c'est le pourcentage de la perte de l'excès de poids, qui doit dépasser les 27% à un an. Si on n'a pas ce critère, ça veut dire qu'on ne sera pas efficace, ce n'est pas la bonne indication. Le deuxième, c'est par rapport au poids total. On doit avoir une perte de poids total qui doit dépasser 5%. Ça, c'est le deuxième point, le deuxième critère d'efficacité. Le troisième, qui est très important, ce qui un petit peu le sépare de la chirurgie, c'est le risque de complications majeures qui doit être inférieur à 5%. Donc, sachez qu'il faut retenir ces trois critères qui sont très importants quand on va y aller sur un traitement endoscopique. Alors, les avantages d'un traitement endoscopique sont multiples. D'abord, on a plusieurs alternatives, donc ça c'est important. Ce sont des techniques qui sont moins invasives et moins risquées. Elles sont reproductibles, donc à tout moment on peut refaire le même geste. Elles sont renouvelables également. Également, elles sont co-efficaces. Les indications, elles sont bien précises dans le traitement endoscopique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les connaître pour un petit peu être dans la cohérence du traitement de la prise en charge. Le meilleur BMI, le meilleur indice de masse corporelle doit se situer entre 30 et 35 pour qu'on espère
un petit peu un gain acceptable pour le patient, également sur le plan également comportemental, sur le plan psychique du patient, et donc on a un résultat qui est acceptable. On peut y aller à 40, entre 35 et 40, quand il n'y a pas de comorbidité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de masse syndrome, il n'y a pas d'hypertension. C'est-à-dire que le patient il peut également bénéficier de ce traitement en complément, bien sûr, de la modification du comportement alimentaire. Quand il y a des comorbidités, donc on a une analyse de masse corporelle qui dépasse 35 avec des comorbidités, ou bien quand on a un BMI qui dépasse 40, là, la place de l'endoscopie, elle se fait dans deux situations. D'abord, quand il y a une contre-indication à la chirurgie, notamment les patients qui sont multi-opérés, quand il y a un risque chirurgical. Le 2, c'est lié aux patients quand il y a un refus catégorique des patients de se faire opérer. C'est là où on a un petit peu notre place. Sinon, on n'a pas le droit de proposer un traitement endoscopique à un patient qui demande juste de maigrir, mais qui a une indication chirurgicale. On doit d'abord l'informer qu'il y a une option qui permet de perdre plus de poids, avec bien sûr en lui expliquant qu'il y a également des complications. C'est important que le patient soit informé. Et l'endoscopie également, elle peut intervenir chez des patients qui sont super obèses pour permettre les chirurgies dans les meilleures conditions. Là, les critères des HLS, donc là, en fonction de l'indication de la chirurgie bariatrique, donc les MC qui dépassent 40, ou bien 35 avec des comorbidités, là c'est la chirurgie. Et l'endoscopie, on peut la préférer si on a des contre-indications chirurgicales. Voici les différentes techniques endoscopiques. Donc, en fonction un petit peu des objectifs, également des moyens dont on dispose. D'abord, le premier, c'est les ballons. C'est une technique occupant l'espace endoluminal. Donc, ça, c'est les ballons. La deuxième technique, actuellement, qui est en vogue, c'est le traitement, c'est les plicatures gastriques, donc c'est les sutures. Après, on a les procédures de malabsorption, comme l'endobarrière, donc c'est un manchon qu'on met dans le duodénum et le jejunum proximal. On a les aspirants bariatriques, c'est l'équivalent du sang de gastrostomie, ça nous permet de vider l'estomac après avoir donc, pris son repas. Également, on a également la radiofréquence duodénale, le duodénal surfacique. Le troisième procédé qui n'a pas fait long feu, qui est un petit peu remis en cause, c'est une technique qui modifie la fonction gastro-intestinale, la fonction motrice, notamment la toxine botulinique. Alors, le ballon intragastrique, c'est la technique la plus ancienne, donc des procédés endoscopiques, ça a commencé dans les années 80. Après, il y avait un petit retrait parce qu'il y a eu des complications. C'était des ballons en polyuréthane, donc, mais l'efficacité n'a pas été démontrée. Donc, ce ballon-là a fait l'objet de plusieurs publications depuis des années, avec les méta-analyses. On dispose de différents types de ballons qui diffèrent en termes de la nature, donc de la paroi, du contenu qu'on met à l'intérieur, également du mode de la pose de ce ballon. La durée en général, elle varie de 4 mois à 1 an. Voici un petit peu les anciens ballons. Donc, ça a commencé depuis les années 80. C'était le ballon Garen gastrique double, donc en polyuréthane, 220 ml, mais il a été retiré rapidement parce qu'il y a eu des complications. Alors, pour ces ballons également, on a également des critères qui ont été présentés durant la conférence de Tarpan en 87. Pour qu'on ait un ballon recommandé, il faut qu'il soit efficace sur la perte de poids, qu'il soit rempli par le sérum physiologique, ajustement possible de ce ballon également, avec une surface qui doit être lisse, donc pour qu'il ne soit pas à l'origine d'ulcère ou de perforation. Il doit avoir un marqueur radio-opaque pour qu'on puisse le détecter quand il y a une migration. Également, le matériau de fabrication, il faut qu'il soit également de fabrication durable. Et le ballon également, il ne doit pas fuir. Ce sont les critères un petit peu qui permettent de dire ce ballon-là est fait pour le bariatrique. Alors, sachez que le ballon a un effet sur la perte de poids. Donc, la pose du ballon entraîne une réduction de la sensation de faim et une augmentation de la satiété. Mais par quel mécanisme? D'abord,
il agit par une variation de certaines peptides qui sont impliquées dans la régulation de l'appétit, notamment la ghreline, la leptine. Également, il entraîne une diminution de la sécrétion de la cholécystine et du peptide P. Ça, c'est très important de le retenir. C'est ça le premier effet du ballon. Le deuxième, c'est l'effet volume, donc il occupe une partie de l'estomac. Mais sachez que si on les compare aux autres traitements, c'est un effet donc il y a un effet qui échappe avec le temps, donc il diminue avec le temps. Vous voyez ici les différents ballons dont on dispose, donc ce sont des ballons en général en silicone, la durée de pause, ça va de 3 mois à 12 mois, donc en général ils sont remplis à l'eau si on salée, mais il y a les ballons également qui sont remplis à air, comme l'héliosphère. Le volume en général c'est de 700 à 700. La majorité sont ajustables, dès qu'on les largue, on ne peut plus intervenir dessus. Et les meilleures indications, ce sont les EMC qui dépassent les 30 certains ballons, puis il y a les mêmes chez des patients au-delà de 27. Voici donc les exemples de ballons, des ballons de 6 mois et également les ballons de 12 mois. Un nouveau ballon qui est apparu, c'est le ballon à l'Orient qui permet de le mettre dans l'estomac sans qu'on ait à faire de l'endoscopie. Donc il est ingéré directement, après il est rempli, et on tire sur le cathé qui se détache automatiquement. Et au bout de 4 mois en général, le ballon, il y a le bouchon qui est biodégradable, qui se désintègre, et ça permet de se vider et il est éliminé automatiquement. Le volume, généralement, il est rempli à 600 cc. Le ballon n'est pas, donc un geste qu'on doit mettre à tous les patients obèses. Et il y a donc des contre-indications. La première, c'est la chirurgie gastro-duodénale. Donc, si le patient a été opéré de son estomac, il n'y a plus d'indication à mettre un ballon. La deuxième contre-indication, c'est le grosse hernie. Quand on a un grosse hernie qui dépasse 2-3 cm, là également, il faut faire attention, il peut y avoir remontée du ballon. Les ulcères, c'est une contre-indication. Quand il y a également un trouble cognitif mentaux, les troubles également du comportement alimentaire, si vous mettez un ballon que le patient ne se contrôle pas, ça c'est un problème. C'est pour ça que sur le plan nutritionnel, c'est très important de les faire suivre. La toxicomanie, les traitements anticoagulants, anti-agrégants, la grossesse également, le désir de grossesse également, et on n'a pas intérêt à mettre un ballon, et bien sûr les pathologies hépatiques sévères et les troubles de l'hémostase. Voici un petit peu le modalité de pose et de dépose, donc c'est simple, il n'y a rien de compliqué, on met notre sang dans le findus, on commence à remplir le volume souhaité, après on tire sur le cathé et c'est bon, on largue notre ballon. À l'inverse, ce qui est important, c'est quand on met le ballon, on n'a pas besoin de faire une intubation, parce que là, le geste, c'est fait uniquement en sous sédation. Par contre, quand on fait la dépose, on est obligé de vider le ballon. Et là, parfois, il suffit de piquer le ballon pour qu'il explose et on peut avoir une remontée complète et entraîner un syndrome de Mendelssohn. Donc, sachez que quand on enlève un ballon, le patient doit être intubé, on doit protéger les voies aériennes. Alors, les principaux effets secondaires de la pose d'un ballon sont connus. Premier, donc, surtout les nausées et les vomissements la première semaine. Après, ces effets disparaissent avec le temps, au bout de 10 jours. La deuxième, c'est la douleur, surtout postprandiale. Et rarement, on va vers l'extraction du ballon. Et en général, ce sont des symptômes qui répondent favorablement à un traitement, soit péros, soit en se donnant en parenthérapie. Alors, les résultats de ce ballon, donc, le ballon gastrique, sachez qu'il répond aux critères d'efficacité de l'ASUE, donc avec une perte de poids plus importante quand on a une prise en charge comportementale. Vous n'avez pas de bons résultats si le patient rentre chez lui et fait ce qu'il veut. C'est très important parce que le ballon, c'est un starter. Et il motive juste le patient à faire son régime. Vous voyez ici sur une méta-analyse de 36 études, qui a colligé environ 6 000 obèses, 6 000 patients, on a un taux de pourcentage de perte de l'excès de poids qui est de 10 à 20%. Et par rapport au poids total, le poids total est de 10 à 20%, mais par rapport à l'excès de poids, on dépasse les 30%. Donc c'est quand même de bons résultats par rapport donc, à ce ballon. Pareil ici également, on a une perte de l'excès de poids qui était de 12%, avec un poids total également de 10%.
Sur le plan santé, sur le plan patient également, le ballon permet la diminution des comorbidités qui sont associées à l'obésité. Il permet d'améliorer la stéatose hépatique, le syndrome métabolique, notamment le diabète type 2, le trouble lipidique, triglycérides. Sachez également que l'efficacité du ballon intragastrique après la pause est corrélée au suivi nutritionnel. Un bon suivi, bon résultat. Mauvais suivi, mauvais résultat. C'est très important de l'intérêt du suivi du patient. Alors, je termine par les points forts du ballon. Donc, sachez que le ballon gastrique permet une perte de poids, il améliore les comorbidités, c'est très important. La morbidité est négligeable, si on compare aux autres gestes de bariatrique. C'est un outil efficace pour amorcer une perte de poids, donc c'est un starter. Renforcer la motivation des patients à changer de comportement alimentaire. La pause devrait se faire dans le cadre d'une prise en charge multidisciplinaire, donc il faut que le patient un petit peu soit encadré. Et cette prise en charge pluridisciplinaire est associée à la pause du ballon gastrique, qui permet d'obtenir une perte de poids durable. Deuxième procédure endoscopique qui venait après le ballon, elle a été développée en 2008, c'est l'épicature gastrique ou bien l'endosylif. Elle a été perfectionnée en 2013 avec l'Overstitch. On a également d'autres dispositifs, Endomina, le système POS. C'est un traitement qui est mini-invasif, qui permet de suturer la paroi, pas la muqueuse. Donc ce sont des sutures qui sont intragastriques, qui est équivalent à une sleeve gastrectomie. Ça permet une réduction ainsi qu'un raccourcissement de l'estomac, ce qui permet d'avoir un petit peu le même volume qu'une sleeve chirurgicale. Ce sont des techniques qui sont faites sans résection, sans cicatrice, également sans altérer l'anatomie de l'estomac. Ce sont des techniques qui sont réversibles et permettre, en cas de résultat inférieur, d'aller vers un geste chirurgical. Sachez que juste que on n'a pas un candidat précis pour la sleeve gastrectomie, la sleeve endoscopique. C'est-à-dire que les critères en termes de BMI, en termes d'indication également, on n'a pas encore des recommandations qui sont bien, qui encadrent ce geste. Certaines écoles, et vont de 30 à 35, ils proposent un traitement endoscopique, d'autres au-delà de 35. Donc c'est important un petit peu de se situer dans cet arsenal thérapeutique où est-ce qu'il y a le traitement endoscopique. Donc c'est un geste qui se fait, là par contre, on ne va pas associer le patient parce que le geste est plus lent. On va, en général, pour les experts qui sont très habitués à ce geste, ils peuvent y aller en 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures, 2 heures et demie. Donc il suffit sous anesthésie générale, donc le patient est intubé. Donc c'est une suture transpariétale, donc ça permet de tirer sur la musculeuse et de faire de la raccourcir. Il y a différents modes de suture. Bon, il y en a qui font en zigzag, il y en a qui font en hélice, il y en a qui font également en U. En général, on fait entre 5 et 8 sutures. En commençant de l'angle de la petite courbure, en montant jusqu'au fin 10, en laissant juste une petite poche sous-cardiale. En général, le patient il sort le jour même, parfois au maximum une nuitée, surtout si le temps d'anesthésie est plus lent. On recommande une antibrophylaxie et également un traitement épipé et prokinétique, en général on le met sous offrine. Et à l'inverse du ballon, on n'a pas de lampe post-opératoire, on dort des nausées, il n'y a pas d'autres symptômes, ce qui fait le patient le lendemain, il reprend son alimentation liquide avec un régime qui est bien recommandé de 2 semaines. Voici un petit peu les différentes études analysant ce procédé. La plus grande étude, c'est une étude saoudienne qui a corrigé 1000 patients avec un pourcentage de perte de poids totale qui varie de 15 à 19%. Et ça, c'est 1 an. Et par rapport à la perte à 1 an, on va plus loin, donc on a une perte plus importante. Donc, différentes études ont analysé ce procédé avec des résultats qui sont acceptables par rapport au ballon. Je vous présente cette étude, c'est une analyse qui a été publiée en 2020, donc 1859 patients, donc le pourcentage de perte de poids à 6 mois, 12 mois, de 24 mois était de 15, 16 et 20% respectivement. Ça, c'est le poids total, alors quand on est autour de 10% par rapport au ballon.
En termes d'excès de poids, là, les chiffres sont plus importants, donc on dit de 56%, 62% et 60% à 24 mois. Donc ce sont des résultats qui sont très très intéressants. Vous voyez également, je termine, si on compare la slévoscopie par rapport au ballon, là on voit les chiffres sont beaucoup mieux par rapport, donc en ce qui concerne la slévoscopie. Par rapport à la chirurgie, elle fait moins que la chirurgie également par rapport à la peau, mais les effets secondaires sont moins importants. Alors, donc là, les points forts de la GU, donc, permet une réduction pondérale plus importante par rapport au ballon, et l'avantage, c'est un caractère qui est non invasif. Alors, technique de malabsorption, vous avez l'endobarrière, donc c'est accès à moins champ comme dans le duodénum. Vous avez les anastomoses gastro-jejunales ou bien jejunociliales par l'aimant. Également, vous avez la radiofréquence du duodénal. La toxine botulique n'a pas fait long feu, donc les résultats sont un peu décevants. Et l'aspiration gastrique également, elle a certaines indications uniquement. Donc je termine en disant que l'endoscopie est un élément majeur dans la prise en charge des patients obèses. L'endoscopie internationale offre de nouvelles perspectives de prise en charge thérapeutique. Les méthodes sont variées sur le plan endoscopique. Elles ne sont pas invasives, donc elles sont reproductives. Seulement, on doit préciser nos indications. Je vous remercie.